Bienvenue dans notre série podcast « Favoriser l'inclusion à l'université ». Un podcast pour comprendre comment l'inclusion transforme l'université et profite à l'ensemble de ses publics. Aujourd'hui, nous continuons avec Alice Gomez et Nicole Boin, deux expertes en sciences cognitives et en neuroéducation. Cette fois-ci, nous parlerons de la charge cognitive et sensorielle à laquelle les personnes atteintes de troubles spécifiques des apprentissages sont confrontées quotidiennement. Ainsi, elles aborderont l'invisibilité que cela implique dans le champ social. C'est parti pour l'épisode 3 de la série podcast « Favoriser l'inclusion à l'université », créé par le service ICAP de Lyon 1, Université Claude Bernard. Merci Alice Gomez de rester avec nous. Je voulais aborder avec vous la charge cognitive et savoir comment cette charge affecte l'apprentissage d'une personne atteinte de troubles du neurodéveloppement. De manière générale, ce qui est constaté dans l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, il va y avoir en général une fonction cognitive. On va partir plutôt sur les troubles du neurodéveloppement qui ont une fonction spécifique qui est altérée. Si on prend par exemple un trouble, une dyslexie, on a une fonction qui est celle de la lecture qui va être altérée. Et donc la difficulté pour cet apprenant, c'est que la lecture sera pas automatisée et qu'elle va toujours nécessiter des efforts supplémentaires par rapport à ce qui est nécessaire pour un autre apprenant. Et donc, finalement, si on imagine qu'on a des ressources cognitives qui sont limitées, le matin on se lève, on est à 100% des batteries qui sont rechargées, eux, dès le premier cours de 8h à 9h, ils vont finalement manger toutes leurs ressources cognitives parce qu'ils vont faire des efforts pour prendre connaissance des textes, pour lire, qui seront beaucoup plus importants, 3 fois plus importants que un autre apprenant qui est confronté au même texte. Et donc, ils vont avoir ce qu'on appelle une fatigabilité qui va être beaucoup plus importante que ce qu'on observe chez des personnes qui n'ont pas de troubles du neurodéveloppement. Donc, cette notion de fatigabilité, je pense que c'est quelque chose qui se retrouve dans l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, quelle que soit la fonction cognitive impactée. Parce que là, je vous ai parlé de dyslexie, c'est plutôt la lecture. Mais si on était, par exemple, sur un trouble de la coordination motrice, ce qui va poser problème, c'est, par exemple, l'écriture. Au moment où je dois écrire, je vais être hyper fatiguée ou être attentif pour le TDAH, etc. Donc, quel que soit mon trouble, finalement, je vais être plus vite fatigable et du coup, ils vont avoir besoin à l'université de davantage segmenter les temps d'apprentissage, d'être en capacité d'avoir des espaces et des zones de repos plus fréquentes que d'autres apprenants. Et après, les autres répercussions, elles vont être vraiment spécifiques à chacun. Donc là, il y a une diversité qu'on va pas pouvoir là dans le temps qu'on a préciser. Et puis même au sein d'un trouble, je dirais, si on se dit, je m'intéresse par exemple à un trouble, un étudiant qui a un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, d'un jeune à l'autre, la manière dont ce trouble il se présente et il a des répercussions dans sa vie va varier d'un autre jeune qui a le même diagnostic catégoriel. Donc en fait, ce qu'il faut distinguer dans les répercussions, c'est je peux avoir un même diagnostic, mais pour autant, ça peut avoir des répercussions qui sont plus ou moins visibles. Par exemple, pour l'enseignant, qui peut ne pas voir, par exemple, un trouble de l'attention, parce que l'élève il décroche, mais que ça le gêne pas pour faire son cours, l'enseignant. Mais par contre, l'hyperactivité, le fait que par exemple il fasse tomber ses objets, qui gênent tout le monde, ça peut-être il le verra. Et pourtant ils ont le même diagnostic. Donc il y a une diversité des profils cognitifs, même au sein d'un même diagnostic. Je veux me concentrer sur ce dernier point qu'Alice a évoqué, le fait d'avoir toute une diversité de profils cognitifs et de troubles. D'après vous, Nicole Boin, qu'est-ce qui est important à savoir quand ces troubles sont difficilement perceptibles par un enseignant, par exemple ? C'est effectivement, dans la plupart des cas, des troubles invisibles. Il faut quand même rappeler que 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Donc c'est pas une exception. Ce sont effectivement des troubles invisibles dans la plupart des cas et on pourrait penser que c'est un avantage parce que on ne se dit pas tiens cette personne est handicapée, donc on pourrait penser que pour son ego c'est mieux, mais en réalité ça pose quand même de très gros problèmes parce qu'à partir du moment où ce sont des troubles invisibles, d'abord on les prend pas en compte et puis ensuite on peut les mettre en doute. Je dis souvent à mes collègues quand je fais de la formation pour les enseignants, ça ne vous viendrait pas à l'idée de dire à un élève qui est en fauteuil roulant, si tu fais un petit effort, tu peux te lever et marcher et courir comme les autres. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de dire
à un jeune non-voyant, franchement, hein, si tu te secoues un peu, tu vas voir ce qu'il y a écrit au tableau. Par contre, on passe son temps à demander aux 10 de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire, que leur cerveau ne les autorise tout simplement pas à faire. Et le pire, c'est que en fonction de la fatigue, en fonction de ce qui reste comme énergie dans le réservoir de concentration, ils vont avoir des résultats très contrastés dans la journée. Un 10 peut être capable à un certain moment de faire quelque chose, mais en fin de journée ne peut plus le faire. Ou le dyslexique qui écrit 10 fois de façon différente le même mot, statistiquement, il y a une fois où ça va être la bonne orthographe. Et on va lui dire, bah tu vois, quand tu veux, tu peux. Eh ben non, c'est pas ça. Ils sont très très tributaires de ce réservoir d'attention, de ce réservoir de concentration, qui fait qu'il y a des moments où ils y arrivent et des moments où ils n'y arrivent pas. Puis il y a des choses qu'ils n'arrivent jamais à faire. Et du coup, alors quelquefois, la dysphasie, quand elle est expressive, ou certaines dyspraxies lourdes se voient. Et dans ce cas-là, ils sont à l'école facilement traités par les autres de gogoles, de débiles, et même certains enseignants confondent une déficience intellectuelle avec des troubles 10. Et puis si ça se voit pas, alors dans ce cas-là, on dit que ce sont des feignants, des gens qui ne s'investissent pas, qui ne sont pas motivés. Et voilà. Donc finalement, un peu visible ou pas, ils perdent sur les deux tableaux. Est-ce qu'il y a des disciplines où les étudiants avec des troubles du neurodéveloppement s'inscrivent préférentiellement ? Quand on regarde où est-ce qu'ils s'inscrivent, les étudiants qui sont en situation de handicap, a priori, à ma connaissance, il n'y a pas un domaine où ils vont pas. Par exemple, il y a un domaine où ils vont. Peut-être que ce qui peut faire qu'ils ne s'inscrivent pas dans certaines filières, c'est plutôt la peur de l'échec, parce que un des phénomènes qui est assez fréquent, c'est que ces jeunes, ils ont quand même un parcours scolaire et secondaire qui parfois a déjà été nécessité beaucoup d'efforts, soit par la famille, soit par eux-mêmes, pour contourner, compenser leurs difficultés, et ça peut parfois générer chez eux des répercussions qui font que peut-être, mais ça j'ai pas d'éléments tangibles pour le soutenir, peut-être ils vont peut-être pas se donner comme objectif d'aller faire des études de médecine, une thèse ou des choses qui sont très élevées, alors même qu'ils pourraient en avoir les compétences intellectuelles. Parce que un des éléments importants dans les troubles du neurodéveloppement spécifique, c'est qu'il y a une altération spécifique d'une fonction cognitive, par exemple la lecture, comme je le disais tout à l'heure, mais que par contre, ils ont des capacités intellectuelles qui sont parfaitement préservées par ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait intelligents, ils savent très bien raisonner, ils savent peut-être très bien faire des mathématiques, faire de la chimie. Donc ça, c'est important de voir qu'il y a vraiment une hétérogénéité dans les fonctions cognitives qui peut faire qu'il y a une faiblesse dans un domaine, mais par contre, il y a vraiment tout plein de points d'appui et de force par ailleurs. Et ça dépend vraiment du profil de chacun des apprenants. Donc, a priori, on peut se dire qu'ils pourraient s'engager dans tous les domaines, la chimie, les lettres, les langues, voilà, et autres. Après, voilà, ça va dépendre vraiment de chacun des individus. Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'enseignante si, effectivement, dans mon cours, j'ai un étudiant qui vient m'informer qu'il a un trouble particulier ? Déjà, le premier point, je pense, si l'étudiant nous informe de sa difficulté, c'est d'être à l'écoute, en fait, de quelles sont ses difficultés, et si lui, déjà, il a des besoins qu'il est capable de formuler. Est-ce que peut-être il a besoin d'enregistrer quand on fait cours? Est-ce qu'il a besoin d'avoir des polis qui sont adaptés? Est-ce qu'il a besoin d'avoir le cours en amont pour pouvoir le faire passer dans un logiciel qui lui permet de transformer le format? Voilà. Donc bien souvent, quand ils sont étudiants à l'université, eux-mêmes sont des adultes, donc ils peuvent être en capacité d'exprimer quels sont leurs besoins, et le premier point, c'est d'être vraiment à l'écoute de leurs besoins, parce qu'ils ont cette expertise-là, ils connaissent leurs troubles mieux que personne. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, de manière générale, pas hésiter à les inciter en fait à demander de l'aide, à s'appuyer aussi sur leurs pairs, et à nous faire savoir en tant qu'enseignants-chercheurs quand ils ont besoin, je vous parlais tout à l'heure de fatigabilité, de faire une pause, de sortir, d'avoir peut-être différentes modalités de réponse qui leur sont proposées,
Et puis, pas hésiter à leur proposer aussi cette diversité de moyens de réponse aux demandes qu'on formule et aux moyens d'accès à l'information. Donc, de pas avoir une seule modalité de réponse et une seule modalité d'accès à l'information. Je pense que ça, c'est une des dimensions qui est importante. Comme Nicole Boin l'indique, 80% des handicaps sont invisibles en France, soit près de 10 millions de personnes concernées. Parmi eux, figurent des troubles du neurodéveloppement tels que le déficit de l'attention. Ils peuvent échapper à la perception d'un enseignant à moins que l'apprenant ne le signale expressément. La surcharge cognitive constitue l'une des principales sources de fatigue chez les personnes porteuses des troubles du neurodéveloppement. Par exemple, un apprenant atteint de déficit de l'attention ou de dyslexie pourrait éprouver une fatigue significative lors d'un cours magistral. En effet, il sollicite toutes ses ressources cognitives lors de la lecture des textes, de l'écoute attentive du professeur ou de la prise de notes. Il est difficile pour un enseignant d'identifier si l'apprenant décroche durant un cours, s'il comprend ou s'il mémorise les notions abordées. Favoriser l'inclusion à l'université. Une série de podcasts conçus par le service ICAP de Lyon 1 Université Claude Bernard dans le cadre du projet Include. Ce projet a été financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, au sein du programme France 2030.